Chers téléspectateurs, surprise, changement de formule. Je présente moi-même l'émission désormais. Ce sera plus simple. On ira plus vite en direct. Je reçois aujourd'hui donc en direct Lamia Amou que je vous présenterai. Le thème de cette nouvelle émission Les Pros de l'écho étant aujourd'hui le thème de l'immigration. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur l'immigration, nous allons le voir ensemble, mais nous n'allons pas traiter spécifiquement l'immigration sur un plan politique comme on l'entend d'habitude sur les médias, mais nous allons plutôt le traiter sur un plan économique, parce que nous sommes dans l'émission Les Pros de l'écho. Voilà, donc nous allons tout d'abord, comme d'habitude, parler des tendances, donc les tendances économiques, l'immigration en France. Nous parlerons de l'immigration en général, mais en particulier l'immigration en France. Et dans un deuxième temps, nous présenterons l'entreprise du moment. Alors aujourd'hui, vous verrez, ce n'est pas vraiment une entreprise, c'est un collectif. On en parlera tout à l'heure. D'ailleurs, c'est pour ça que Lamia Amou est là aujourd'hui au titre de présidente du collectif Mobilité. Et dans une troisième partie, ce sera l'instant littéraire, comme toujours, d'un livre édité par JDH Éditions. Et ce sera aussi Lamia Amou aujourd'hui qui nous parlera de son livre qui s'appelle L'immigration, mon amour. Immigration, mon amour. Voilà. Je vous retrouve tout de suite pour la première partie de cette émission pour les tendances économiques au sujet de l'immigration. À tout de suite. Aujourd'hui, la performance d'une entreprise est déterminée par son niveau de maturité digitale. Pour vous aider dans cette mutation, Prodware vous accompagne tout au long de votre transformation. Quelle que soit votre stratégie, notre proposition de valeur va du conseil jusqu'au service managé. Notre méthode, imaginer des solutions innovantes mais pragmatiques. Notre engagement, une vision sectorielle, technologique et opérationnelle. Notre légitimité, depuis plus de 30 ans, nous servons les intérêts de milliers de clients. Bien, nous nous retrouvons donc pour parler de l'immigration. Alors, comme je le disais tout à l'heure, l'immigration est rarement abordée sur le plan économique, elle est en général plus abordée sur le plan politique, et elle rentre régulièrement dans le débat politique. À chaque fois qu'il y a une élection, on parle de l'immigration. Alors, il y a tous ceux qui disent que l'immigration, c'est pas bien. En face, il y a ceux qui disent que c'est bien. Nous allons aujourd'hui nous abstenir de jugements moraux, mais nous allons parler de l'économie. Alors, déjà, de manière empirique, moi, si j'observe un peu l'immigration, sans parler de ce que ça coûte, de ce que ça rapporte, je constate que dans tous les pays, il y a des gens qui ont mené de très belles carrières, qui ont vraiment apporté quelque chose au pays et qui étaient des gens issus de l'immigration. Alors, je pense bien sûr au fondateur d'Apple, Steve Jobs, qui est né aux États-Unis, mais qui était d'origine syrienne. Je pense aujourd'hui de manière beaucoup plus actuelle à Elon Musk, le PDG de Tesla, de SpaceX, dont on entend beaucoup parler. Alors on peut critiquer ces personnes-là, l'objet n'est pas là. Il est né en Afrique du Sud, il apporte tout un savoir, une créativité, une sorte de folie même dans son pays d'accueil qui sont les États-Unis. Je veux dire, ce sont des gens qui contribuent vraiment au développement économique du pays dans lequel ils arrivent. Et la question est là. Je veux dire, l'immigration, c'est apporter avec soi une certaine culture et parfois peut-être une certaine audace. Alors on en a peut-être besoin en France, d'une certaine audace, puisqu'on manque de vocation entrepreneuriale en France. Donc j'ai sur le plateau aujourd'hui, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc de Lamia Amou, à qui je donnerai la parole un petit peu plus tard. Et également Stéphane Tiki. Bonjour. Qui vient de nous rejoindre. Stéphane Tiki, qui est conseiller national chez les Républicains. Exactement. Et également directeur de développement du groupement du patronat. Voilà, donc deux personnes qui sont issues de l'immigration, immigration de première génération, tous les deux, c'est bien ça? Première génération. Moi, première génération, je suis arrivé à Paris après avoir eu mon bac en 2005. D'accord. Voilà. Première génération dans le sens où vous n'êtes pas né... je suis né au Cameroun. Voilà, donc première génération, c'est immigration de première génération, la mienne aussi. Voilà. Donc des immigrés de première génération qui aujourd'hui sont
non seulement pleinement intégré dans le paysage économique entrepreneurial français, mais dans tout le tissu social et sociétal français. Et j'ai le plaisir de les avoir donc sur le plateau aujourd'hui. Alors, l'immigration en France, si je prends les chiffres de 2019, donc 6,7 millions d'immigrés vivant en France, soit 10% de la population. 37% d'entre eux ont acquis la nationalité française, donc ça ce sont les chiffres. Alors, ces 10% de la population en France, qu'est-ce que ça coûte et qu'est-ce que ça rapporte si je parle vraiment de manière bêtement en termes économiques, en termes comptables, froidement. L'immigration, ce que ça coûte, alors il n'y a pas énormément de chiffres là-dessus, c'est pour ça que ce ne sont pas des sujets dont on parle beaucoup dans la presse économique, parce qu'il y a peu d'études là-dessus. On estime, d'après de l'OCDE, que dans un pays comme la France, l'immigration coûte 10 milliards d'euros par an. 10 milliards d'euros par an. Alors, certains vont dire 10 milliards, mais vous vous rendez compte, tout l'argent qui part pour les immigrés, 10 milliards, ce n'est que 0,5% du PIB, de la richesse nationale. Je vous rappelle que le PIB français est de 2000 milliards environ. Bon, il était à 2300, 2200, 2300, il a un peu chuté avec le Covid. On est retourné juste au-dessus des 2000 milliards. Donc, ce ne sont que 0,5% de la richesse nationale. Donc ça, c'est ce que ça coûte. Parce que qui dit immigration, dit allocation, dit des aides, dit des logements sociaux, dit voilà, ça coûte 0,5% du PIB. Qu'est-ce que ça rapporte ? Alors là, c'est beaucoup plus compliqué à mesurer, parce que ce que ça rapporte, il faut le voir à long terme en fait. Et il y a une étude très intéressante qui a été faite par l'université d'Oxford, donc la très très sérieuse université d'Oxford. Alors ça ne concerne pas la France, mais ça concerne l'Angleterre et l'Allemagne, qui sont deux pays très proches en termes à la fois en termes de population, en termes de puissance économique, de puissance militaire pour l'Angleterre surtout, donc des voisins immédiats. Donc je pense que c'est comparable, même si les cultures sont pas tout à fait les mêmes, ce sont des pays comparables. Alors cette étude a estimé que si la Grande-Bretagne et l'Allemagne avaient stoppé net, fini l'immigration en 1990, donc fermer les frontières, on ne reçoit plus d'immigrés, leur PIB en 2014, donc 14 ans après, aurait été inférieur d'environ 10% à ce qu'il fut à l'époque. Donc ce sont des pays également dont le PIB, l'Allemagne a un PIB supérieur même à celui de la France, donc 10% de moins, ça fait dans les 200 milliards d'euros en moins. Donc, ce qu'on observe, c'est que bien qu'on ne puisse pas parler en termes de combien ça rapporte, on peut mesurer à travers cette étude ce dont les pays se seraient privés s'il n'y avait pas eu d'immigration. Et on constate que finalement, à long terme, c'est plutôt bénéfique. C'est plutôt bénéfique pour le PIB d'un pays, comme je vous le disais tout à l'heure, donc en raison de l'apport d'une audace, d'une culture, d'une volonté entrepreneuriale et des développements internationaux, parce qu'il faut bien voir aussi que les gens qui proviennent de l'immigration gardent souvent des contacts dans leur pays d'origine et peuvent nouer des business avec les pays d'origine, etc. et participer à ça, je pense. Oui, tout à fait. Vous pouvez dire quelque chose là-dessus, peut-être, Stéphane ? Oui, mais déjà sur l'immigration, merci de nous avoir fait transparaître au moins ces chiffres, parce que c'est vrai qu'on en parle assez souvent. Moi, je considère, et j'ai toujours arrêté pour une immigration choisie, c'est-à-dire qu'il faut choisir en fait des gens qui sont prêts à apporter quelque chose au pays. Alors ça, est-ce qu'on peut le savoir à l'avance ? Oui, puisqu'on voit les profils de personnes qui veulent venir dans le pays. Donc on peut savoir, en faisant dans tel ou tel secteur, quels sont les besoins dans lesquels on a un besoin dans le pays, dans l'industrie, dans le commerce, dans le développement économique, et y faire venir ces gens-là. Moi, je considère que de toute façon, l'immigration est une chance pour la France. Moi, j'ai d'ailleurs une phrase de René Char qui m'habite particulièrement, qui disait, je n'ai pas une seule goutte de sang français,
mais j'ai la France qui coule dans mes veines. Moi, je suis profondément amoureux de ce pays qui s'appelle la France et de cette ville qui s'appelle Paris, puisque j'habite ici depuis 2005. Et je pense que les gens qui viennent en France, c'est parce qu'il y a aussi cette migration étudiante dont on n'a pas parlé, parce que les étudiants... Migration étudiante, oui, tout à fait. Et puis après, qui restent. Certains résument ça aux allocations, aux aides, au logement, mais il y a aussi ceux qui viennent pour justement apprendre ce savoir-faire français, qui vont peut-être après pouvoir mettre en place dans leur pays dans lequel ils viennent, qui sont des pays d'ailleurs comme la Suède, comme la Norvège, comme l'Espagne, mais aussi des pays du continent africain et tant d'autres. Donc je pense que voilà, pour moi il y a d'abord cette histoire commune aussi. Moi vous l'avez précisé tout à l'heure, je travaille pour le groupement du patronat francophone. Il y a ce lien-là avec la francophonie, donc le fait de partager la même langue. Et du coup on s'est dit ici on partageait aussi ce développement économique avec tous ces pays qui parlent ensemble le français. Donc c'est vrai d'avoir cette histoire commune, cette langue commune. J'ai en mémoire des personnalités africaines qui ont marqué l'histoire de la France. Je pense en particulier à Léopold Senghor. C'est à lui que je pensais aussi quand vous avez parlé de personnalités africaines qui ont marqué l'histoire de la France. Voilà, qui a été ministre en France d'ailleurs, on l'a pas assez dit, et qui est le premier président de la République du Sénégal. Et j'en ai un autre moi qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est Félix Houphouët-Boigny, qui l'a fait aussi pour la Côte d'Ivoire, qui après avoir été ministre en France. Donc vous voyez, il y a une vraie histoire commune entre les pays francophones et la France. Donc le fait qu'il y ait ce lien-là, et on a aussi beaucoup de Français, parce qu'on parle d'immigration. La France a une relation toute mais aussi de l'émigration. Avec l'Afrique, qu'elle soit du Nord ou plus centrale, de la même manière que les États-Unis ont ce rapport avec l'Amérique du Sud. Je vous dirais d'ailleurs qu'on parle d'immigration aujourd'hui, et je voulais féliciter Lamé Hamou pour son bouquin dont on aura la possibilité d'en parler tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Mais on ne parle pas assez d'émigration, parce qu'il y a aussi pas mal de Français qui vont s'installer. Tout à fait, la France est une tradition. La France est une tradition à la fois d'immigration, on amène des gens, mais aussi d'émigration. Parce que le nombre de Français, 2 millions de Français à peu près qui vivent à l'étranger, c'est ça, d'expatriés. Tout à fait. Et répartis un peu dans l'ensemble du monde. Oui, mais les grandes entreprises françaises, pour ne pas les citer, comme Total, comme Bouygues, comme Colas, c'est ces entreprises qui sont beaucoup implantées dans d'autres pays, et c'est du bien, qui font du bien dans les pays dans lesquels ils sont implantés, et ça revient aussi, c'est du bien pour la France, puisque c'est un savoir-faire français qui se développe aussi à l'international. Donc voilà, moi je pense qu'il faut, vous avez dit tout à l'heure, je suis conseiller national des Républicains, l'homme qui m'a donné envie de m'engager en politique, c'est Nicolas Sarkozy, qui lui aussi, on peut dire d'ailleurs, vient d'ici et d'ailleurs, puisqu'il a des origines aussi. C'était même un argument de campagne. Au-delà d'un argument de campagne, c'est même un fait réel. Donc Nicolas Sarkozy disait d'ailleurs qu'il était pour cette immigration choisie, cette sélection, de dire voilà, et on a et moi je dis souvent ça à mes amis, on a des gens bien de tous les côtés et des gens moins bien de tous les côtés. C'est-à-dire qu'il faut garder ceux qui sont là, qui aiment la France, et ceux-là, il faut les choyer. Et par contre, c'est vrai que ceux qui nuisent au pays, qui font des attentats ou autres, ceux-là, ils sont mauvais. Donc du coup, pour moi, ils n'ont pas leur place dans le pays. Très bien. Je vous remercie, et je conclurai en disant que si l'immigration constitue un coût à court terme, sur le plan économique, d'après la synthèse qu'on a fait tout à l'heure et d'après les témoignages qu'on vient d'avoir, si l'immigration constitue un coût à court terme, elle a tendance à représenter un gain à long terme, en définitive. Le coût est supérieur au gain à court terme, financièrement parlant, je parle, mais le gain est certainement supérieur au coût à long terme, quelque part. Voilà. Donc, écoutez, merci pour ces témoignages, et puis nous allons tout de suite passer à la deuxième partie de cette émission, justement, où vous allez avoir à nouveau l'occasion de vous exprimer par rapport au collectif mobilité. À tout de suite. Aujourd'hui, la performance d'une entreprise est déterminée par son niveau de maturité digitale. Pour vous aider dans cette mutation, Prodware vous accompagne tout au long de votre transformation. Quelle que soit votre stratégie, notre proposition de valeur va du conseil jusqu'au service manager. Notre méthode, imaginer des solutions innovantes mais pragmatiques. Notre engagement, une vision sectorielle, technologique et opérationnelle. Notre légitimité, depuis plus de 30 ans, nous servons les intérêts de milliers de clients. Alors nous nous retrouvons pour cette deuxième partie d'émission avec la rubrique l'entreprise du moment, et aujourd'hui nous n'allons pas recevoir un chef d'entreprise d'une entreprise comme nous le faisons d'habitude, où nous avons pu recevoir un constructeur de drones, nous avons pu recevoir des biotech, des sociétés cotées en bourse, la plupart du temps d'ailleurs. Non, aujourd'hui
Le propos étant un peu particulier de cette émission consacrée à l'immigration, eh bien, c'est Lamia Amou, qui est présidente d'un collectif qui s'appelle Collectif Mobilité. Lamia Amou, qui par ailleurs a travaillé à la RATP, où elle était... Exactement. Oui, je suis responsable d'innovation. Où elle est responsable de l'innovation à la RATP. Elle est responsable d'innovation à la RATP et présidente d'un collectif mobilité qui concerne beaucoup de start-up. Donc nous allons parler de ce collectif, du tissu entrepreneurial à l'origine duquel se trouve ce collectif. Et elle va nous en dire un petit peu plus. À noter que donc Stéphane, que vous avez pu voir tout à l'heure, travaille avec Lamia dans ce collectif mobilité. C'est un peu ce qui nous réunit sur ce plateau aujourd'hui. Donc Lamia, je vous donne la parole. Merci beaucoup Jean-David. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je suis présidente du collectif mobilité des pays francophones qui est dans un groupement qui s'appelle le village francophone et qui depuis peu a intégré aussi le groupement de patronat francophone. Donc c'est tout un écosystème et dans lequel effectivement Stéphane Tiki, ici présent, est notre directeur de développement à l'international. Alors c'est quoi ce collectif? C'est un collectif qui est basé sur un triptyque vertueux. J'appelle le triptyque vertueux. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre. Sur le plan économique, ça donne un coup de pouce, un accélérateur pour les startups. Et donc le triptyque, c'est quoi? C'est les startups d'un côté, les grands groupes d'un autre côté, et puis les territoires et les gouvernements de l'autre. Les gouvernements, c'est venu avec le fait qu'on se fasse absorber par et puis un gros partenariat avec le GPF. Alors pour être concret, il y a beaucoup de, on est sur TV Finance, il y a beaucoup de dirigeants de start-up qui nous écoutent. Donc je me mets dans la peau du dirigeant de start-up. Voilà, moi j'ai une start-up, qu'est-ce que ce collectif peut m'apporter? Concrètement, le collectif mobilité permet aux startups d'avoir des sponsors, donc des grands groupes qui vont les sponsoriser pour avoir des cas d'usage, pour concrètement avoir sur leur premier business ou leur premier use case, un cas d'usage vraiment réel, concret. J'essaye de franciser au maximum mes propos. Et puis surtout des territoires, parce que souvent les startups, ils ont des super bonnes idées, ont besoin de territoires d'expérimentation. Oui. Et ces territoires, c'est des politiques. C'est la partie politique. C'est la partie politique. Et nous, l'idée, c'est qu'à travers des challenges d'innovation qu'on mène en marge à chaque fois d'un grand événement, typiquement la Vivatech vient de passer, on a fait un très grand événement auquel on a invité des ministres, des maires, des présidents de région, etc., autour de la table, qui ont assisté au challenge qu'on a mené avec les startups. Surtout, d'ailleurs, le collectif mobilité n'est qu'une branche de Village francophone, puisqu'on a 22 collectifs. Et donc, c'est une vraie accélération et de l'innovation et du business. Vous êtes présidente de Village francophone ou du collectif mobilité? Je suis présidente du collectif mobilité, un des 22 collectifs de Village francophone. D'accord. Je fais partie du board de Village francophone. Et qui est président ou présidente de Village francophone? Village francophone, on a un commissaire général qui s'appelle Marc-Lionel Gâteau. D'accord. Gâteau, exactement. Comme un gâteau. Oui, voilà. Ça s'écrit différemment. Mais c'est un homme qui a une vision extraordinaire parce qu'il a commencé tout seul, vous voyez, en marge du CES. Et donc, il a commencé au CES de Las Vegas à accélérer des startups françaises qui n'étaient pas connues parce qu'à la naissance du CES, il y avait beaucoup d'entreprises américaines. Vous avez parlé tout à l'heure d'Elon Musk, de Apple, Steve Jobs et autres. Effectivement, les États-Unis, c'est un pays qui accélère, qui impulse, ils mettent les moyens sur l'innovation, ils ont une audace participative, ils n'ont pas peur d'investir, ils n'ont pas peur de l'échec, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la notion de l'échec, il n'y a que la notion d'expérience, où on pousse les startups à aller au-delà de leurs idées, c'est-à-dire qu'ils disent qu'il n'y a que l'imagination qui peut arrêter les personnes et on les aide, on les accompagne dans ce sens. Et Marc Lionel est parti chercher cette audace aux États-Unis et il est venu la ramener dans les pays francophones. Est-ce que ça marche? Ça marche très très bien. Il y a énormément de startups au cœur de notre collectif qui ont réussi à avoir des territoires d'expérimentation, à faire des levées de fonds, à se donner un nom, à briller
etc. Donc c'est ça le sujet. C'est-à-dire quand on parle d'économie, c'est vraiment quand on importe l'intelligence de l'extérieur et on exporte notre intelligence française vers les différents pays francophones. Donc il y a une vraie notion, on est sur une émission dédiée à l'immigration, il y a une vraie notion d'immigration à la fois des savoirs, des talents, des capitaux, d'exportation et importation, ça va dans les deux sens. Hein. Mais pour aller dans le sens de ce que vient de dire l'ami Amou, je pense qu'on est parti d'un même constat. Le premier, c'est d'abord qu'on partage cette danse commune, parce qu'on parle de francophones, villages francophones, collectifs de mobilité dans les pays francophones, et qu'on s'est dit de ce partage cette danse commune, et si on créait aussi quelque chose ensemble d'économique. Pardon de le dire, c'est ce que fait déjà à côté de nous le Commonwealth, sur les pays anglo-saxons, notamment avec la Grande-Bretagne, et dans des pays comme le Nigeria, le Ghana. Donc on s'est dit, nous, avec ce collectif-là, on va lancer la même chose, parce qu'il y a ce développement, évidemment, de partage de la langue, mais on peut aller plus loin, parce qu'on a tellement de talents, il y a tellement de gens qui veulent entreprendre, qui veulent créer, qui veulent innover, et ben on va créer, donc le groupement du patronat francophone a été créé en 1987, pour permettre à toutes les boîtes françaises, grands groupes, PME... 87, ça a été créé. Hein, oui, 1987, qui est d'ailleurs la date de ma naissance, voilà, pour permettre à ceux qui ont envie de s'implanter dans tous les pays francophones. Et il y a aujourd'hui 80 pays dans la francophonie. Et on s'est dit, voilà, et on croit beaucoup, c'est pour ça que moi j'aime et j'apprécie profondément ce que fait l'ami Amou, mais on croit beaucoup d'abord au mot collectif. Ensuite, on croit beaucoup au mot d'additionner les talents. On s'est dit, si dans chaque pays francophone, on aide des boîtes, on aide des PME, on aide des startups, en faisant du conseil, en faisant du B2B, en montant des événements. Par exemple, nous, on organise le Forum international économique des affaires. On l'a fait l'année dernière à Dakar. Nous serons à Dakar en octobre prochain pour rencontrer l'écosystème, parce que le plus important, c'est pas de dire nous on reste à Paris et de Paris on va vous aider, on va vous dire comment ça va marcher dans votre pays. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on va venir avec vous dans le pays comme le Sénégal pour rencontrer l'écosystème sénégalais, parce qu'il y a beaucoup de talents aussi en Afrique, et les gens ont souvent l'impression que l'Afrique est loin, et l'Afrique aujourd'hui c'est une pépinière de talents très avancée sur tout ce qui est nouvelle technologie. Et ce qu'on a envie de faire, c'est dire, avec cet écosystème du Sénégal, s'il y a des besoins, comme on disait tout à l'heure, on va vous apporter des besoins de la France, des besoins du Canada, des besoins, parce qu'il y a des pays comme le Vietnam aussi qui sont membres de la Est-ce que vous pensez que l'Afrique, c'est un peu le prochain continent émergent, comme ça a été les BRICS il y a 20 ans ou il y a 30 ans? L'Afrique... Est-ce qu'il y a des pays qui vont se détacher, vous pensez, même Jean-David, je vais même aller plus loin. L'Afrique n'est pas le prochain continent émergent. Émergent économiquement parlant, je parle économiquement parlant. Les PIB sont très faibles encore. Ils sont encore très faibles, les PIB. Il n'y a pas des taux de croissance très élevés dans les pays africains, sauf peut-être dans certains. Vous allez nous préciser, vous connaissez mieux que moi. Il y a une phrase qui dit, quand je me regarde, je m'inquiète, mais quand je me compare, je me rassure. Si je compare aujourd'hui les PIB des pays européens et des pays africains, au-delà de ce que les gens pourraient penser, il y a beaucoup plus de croissance dans ces pays africains. Aujourd'hui, vous avez des pays comme le Nigeria qui tablent à des croissances à 2 chiffres. Vous avez des pays aussi comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire, mais c'est tout à fait normal, puisque nous avons sur le continent africain des pays qui sont à développer. Et vous avez en Europe des pays qui sont déjà développés. Est-ce qu'il ne manque pas, j'ai une question à vous poser, est-ce qu'il ne manque pas en Afrique pour permettre ce développement? Parce que moi, alors là, je suis très convaincu là-dessus, je veux bien en débattre, mais personne ne me fera changer d'avis. Je pense que ce qui permet à des entreprises de se développer, c'est l'existence d'un marché financier. Alors, je suis un des spécialistes de la bourse en France depuis une vingtaine d'années, via le site France Bourse par ailleurs, dont je suis rédacteur en chef. Est-ce que, j'ai une question à vous poser, est-ce que ce qui manque en Afrique finalement pour permettre cette fédération d'entreprises et ces levées de fonds à l'international, est-ce que c'est pas un vrai marché financier organisé? Parce qu'aujourd'hui, les sociétés africaines vont être cotées, il y en a quelques-unes qui vont être cotées à Paris, quelques-unes qui vont être peut-être même cotées sur le Nasdaq ou autre, mais c'est très rare. Est-ce qu'il ne manque pas est-ce que c'est pas un projet finalement de constituer une vraie bourse des valeurs en Afrique, un vrai marché financier panafricain? Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, Jean-David, sur ce sujet-là. Je pense qu'il en faudrait un. Je mettrais juste pas la charrue avant les bœufs, si vous me permettez, en disant que je pense que déjà il faut une meilleure connaissance de l'Afrique. Beaucoup de ceux qui sont ici ou ailleurs ont toujours l'impression que, pardon, je vais être un peu dans les clichés, mais quand on parle souvent avec des gens ici d'Afrique, on a toujours l'impression que c'est nos mamans africaines qui portent le boubou, le djellaba avec un seau d'eau sur la tête, ce qui est une réalité du continent, mais ce n'est plus
on en fait que un ça cliché. comme réalité. Parce que l'Afrique C'est comme aujourd'hui, les Américains qui nous voient avec la baguette de pain et le béret dans beaucoup de films américains, finalement. Hein, c'est un peu le même pour se dire principe. que c'est une réalité dans certains villages et on est fiers de nos mamans africaines. Si on en est arrivé là, c'est parce qu'elles ont toujours Bien été sûr, là pour vous avez nous. de quoi. Vous avez de quoi. Mais à côté de ça aussi, il y a une vraie partie, et là je rentre dans le territoire de Lamia, mais il y a une vraie partie tech, une vraie partie développement, innovation. Et je pense que ce qu'il faut déjà, c'est une meilleure connaissance du continent qui est riche en opportunités. Parce que souvent on dit l'Afrique. Jean-David, permettez-moi de vous le dire, mais il n'y a pas une Afrique, il y a des Afriques. Ce qui se passe au Maghreb, c'est pas la même chose qui se passe en Afrique de l'Ouest. Regardez maintenant, à Abidjan, on a un métro. métro. Même entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest, l'une qui donne sur l'océan Indien et l'autre qui donne sur l'Atlantique, je présume que c'est deux cultures complètement différentes. Il y en a une qui regarde l'Amérique du Sud et l'autre qui regarde toute l'Inde, l'Arabie Saoudite, etc. C'est deux cultures complètement différentes. Il y a le métro aujourd'hui à Abidjan. C'est pour vous montrer que ces pays se développent. Il y a aussi évidemment l'Afrique du Sud qui se développe. Et on a vu le président de la République était d'ailleurs là au Rwanda. On a vu comment la force de ce pays-là aussi après avoir vécu le génocide. Donc c'est pour dire que l'Afrique aujourd'hui est en train de se développer. Je pense qu'il faut rajouter un peu de formation parce que la formation est importante pour pouvoir partager, former les main-d'œuvre locales. Et après ça, je pense que l'aboutissement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure précédemment, c'est le marché financier. Bien sûr. Et voilà. Mais aujourd'hui, par exemple, je termine juste là-dessus, mais parce que là, on était avec le ministre du Gabon il y a quelques jours. Il y a aussi maintenant une libre circulation des biens, des personnes et des capitaux. Un peu comme on fait ici avec Schengen. Donc ça commence petit à petit, mais ça va aller de plus en plus. Merci de ce témoignage. Juste une dernière chose, Lamia. Une dernière chose, vraiment en 10 secondes, 20 secondes, si vous pouvez. La start-up, parce que c'est intéressant, je pense que nos téléspectateurs se poseront la question. La start-up qui fait partie du collectif Mobilité, à qui vous apportez tout ce que vous avez énuméré. Qu'est-ce qu'elle doit faire elle doit contribuer, je présume. Les choses ne se font pas gratuitement. Qu'est-ce qu'elle doit payer une cotisation? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Les startups ne payent rien chez nous, au collectif Mobilité. On est là pour accélérer les startups, on est là pour les aider, on est là pour les accompagner, parce que pour nous, une startup, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui vient de commencer. En échange, ceux qui une part des bénéfices? Non, pas du tout, rien. C'est-à-dire que nous, notre réussite, elle est lorsque la startup devient une scale-up. C'est-à-dire qu'on l'affiche dans nos références comme étant on a accompagné à la réussite de la start-up. D'accord ? Pas de prise de participation dans le capital, non, rien. C'est pas du tout dans vous rémunérez sur des levées de fonds quand vous mettez en relation avec des business angels, par exemple? Même pas. On a un business model qui est complètement différent. C'est sur du sponsorat. C'est pour ça que je disais. Comment vous gagnez de l'argent alors? Les grands groupes sponsorisent. C'est-à-dire les grands groupes, ils ont les moyens, ils font des chiffres d'affaires qui dépassent les centaines de millions. Ils sponsorisent. Il y a des filles d'adhésion par les grands groupes parce que ça leur permet bien évidemment de faire le business, d'avoir accès au contact des territoires, etc. Et les territoires, ils adhèrent parce que ça leur permet d'ouvrir leur territoire vers l'innovation et de devenir innovants. On va passer à la suite. Je suis désolé de vous couper, là on va passer à la suite parce que là on a déjà débordé sur le temps d'antenne. Mais on vous retrouve. Une page de pub, et à tout de suite. Aujourd'hui, la performance d'une entreprise est déterminée par son niveau de maturité digitale. Pour vous aider dans cette mutation, Prodware vous accompagne tout au long de votre transformation. Quelle que soit votre stratégie, notre proposition de valeur va du conseil jusqu'au service managé. Notre méthode, imaginer des solutions innovantes mais pragmatiques. Notre engagement, une vision sectorielle, technologique et opérationnelle. Notre légitimité, depuis plus de 30 ans, nous servons les intérêts de milliers de clients. Nous nous retrouvons donc pour la dernière partie de cette émission. Donc nous allons continuer sur ce thème de l'immigration liée au business, bien sûr, à l'économie. Nous allons parler du livre pour cette rubrique L'Instant littéraire de Lamia Amou qui s'appelle Immigration, mon amour. Donc avec cette superbe couverture dessinée par notre directeur artistique Johan Laurent Rouault chez JDH Éditions. Donc puisque Lamia vient de publier ce livre que vous pouvez trouver en vente sur Amazon, à la Fnac, chez Cultura et bien sûr sur le site JDH Éditions et chez votre libraire préféré. Il suffit de donner le nom du livre. Donc Lamia, Immigration mon amour, parlez-nous un petit peu de ce livre, la jeunesse de ce livre, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce livre et les messages que vous voulez, que vous souhaitez transmettre à travers ce livre. Très bien, merci beaucoup. Mais en fait, le livre, c'est l'histoire de ma vie, tout simplement. Il est en trois
3 parties. Il y a une première partie qui retrace mes 23 années au Maroc, avec tout mon parcours, mes réussites, mes échecs, etc. La deuxième partie, c'est mon parcours en France. Et la dernière partie, c'est vraiment un échange à cœur ouvert avec l'écrivain, parce que ce livre, il a bien un écrivain. C'est pas moi qui l'ai écrit mot à mot. C'est un échange où j'ai raconté toutes les choses. Je suis plus une scientifique technique, donc j'ai eu la chance d'avoir le directeur littéraire de la maison d'édition qui m'a accompagnée sur ce travail. Qui est aussi le directeur artistique qui a fait la couverture. Et qui a fait la couverture, d'ailleurs. La couverture, elle représente tout à fait l'étoile du Maroc, du drapeau du Maroc, et puis la tour Eiffel de l'autre côté, avec une femme qui fait un parcours qui représente un peu mon parcours d'immigré dans ce pays. Et pourquoi immigration, mon amour? Parce que le mot amour, moi, c'est quand on dit immigration choisie, il y a le pays choisit ses immigrés, mais par moment, il y en a plusieurs qui ont choisi le pays, pas par besoin ou dépit économique, mais vraiment par amour. Moi, c'est une histoire d'amour. Arrivée à Paris, à l'aéroport d'Orly, j'avais un petit sac d'antidépresseurs et c'était incroyable parce que j'avais vécu des choses un peu difficiles avant. Et j'étais venue pour un business, donc j'étais venue pour faire du pressage de CD-ROM d'un marché que j'avais gagné avec le ministère de l'Intérieur au Maroc. Et arrivée à l'aéroport, l'odeur d'Orly, quelque chose se passe, une illumination, un baume au cœur, et je jette le sachet de médicaments dans la poubelle à la sortie du terminal. J'avais une conviction profonde que j'étais chez moi, c'était incroyable, du déjà vu, des murs déjà vus, des gens déjà vus, et surtout un sentiment d'amour, un sentiment de paix incroyable. J'ai jeté ces sachets dans la poubelle et j'étais convaincue que c'est parti, que j'allais vivre quelque chose. Mais ces sentiments-là ne mènent pas forcément toujours vers une immigration. Moi, si je prends mon exemple personnel par rapport à ce que vous dites, je vais vous dire un truc dans ce que vous venez de dire, je me reconnais tout à fait. Quand je suis allé aux États-Unis, je me suis senti chez moi, comme si ce pays, j'y avais vécu, comme si... Et pourtant, je n'y ai fait que des vacances. Mais c'est un pays qui me fait rêver, néanmoins. Mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé, parce qu'avec ne partons pas sur les vies antérieures et tout ça. On est sur une émission économique. Avec l'écriture, je me suis rendu compte d'une chose. C'est simple, c'est une question d'alignement. On parlait tout à l'heure de l'immigration choisie. Une immigration choisie dans les deux sens. En tout cas, pour moi, j'appellerais ça une immigration réussie ou une immigration amoureuse. C'est-à-dire, vraiment, on est dans l'amour. Une immigration amoureuse. C'est pas mal. C'est-à-dire que je suis dans le pays parce que j'aime ce pays. Et ce pays m'aime parce qu'il me donne. Donc c'est vraiment un donnant-donnant dans les gens. Qu'est-ce que vous dites par rapport aux gens qui ne vous aiment pas, du fait que vous soyez d'origine immigrée? C'est être aligné. Alors, je vais répondre à votre question, mais je finis juste mon propos. C'est quand on se sent aligné avec quelque chose dans le pays. Et moi, je me suis tout de suite sentie alignée avec une chose importante qui est, les valeurs de la République. Les trois lignes, les trois mots importants, liberté, égalité, fraternité, c'est les trois mots qui portent la France, d'accord, qui portent les Français. Et je l'ai senti quand j'ai atterri. C'est-à-dire que, d'abord, moi je fume, je suis sortie à l'extérieur de l'aéroport, j'ai allumé ma cigarette, personne ne me regardait, alors que dans mon pays d'origine, une femme fumer à l'extérieur dans la rue, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Donc liberté, égalité, on est tous égaux, mais vraiment, et je l'ai senti, le sentiment d'égalité arriver en France, et et fraternité. Il n'y a pas de sentiment qui est opposé à la fraternité que j'ai ressenti. Mais vous n'avez pas l'impression que la liberté se restreint d'année en année dans ce qu'on peut dire, dans ce qu'on peut faire? Alors on ne parle pas de la crise sanitaire où on a eu des restrictions de liberté énormes, bon c'est à travers le monde entier, mais en France en particulier sur certaines choses. Mais au-delà de ça, quand on voit des propos alors je ne veux pas rentrer trop sur le terrain politique, mais des propos d'écologistes ou des propos même par rapport aux gens qui sont au pouvoir actuellement,
On n'a plus le droit de dire les choses comme si, on n'a plus le droit, même dans la littérature, même la liberté se restreint. Il faut changer des titres de romans qui avaient été publiés il y a 40 ans parce qu'aujourd'hui c'est pas bien, c'est raciste, etc. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que cette liberté qui fait le slogan entre guillemets de la France, hein, je parle en termes très entrepreneuriaux, la baseline en quelque sorte, hein, je m'exprime en termes très entrepreneuriaux, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'elle se restreint toute cette partie liberté? Non. Quant à la fraternité, est-ce qu'elle existe encore franchement quand on voit les clivages qu'il y a dans le pays et qui s'amplifient de plus en plus, les meurtres qu'il y a chaque jour, qui ne sont pas forcément racistes ou racialistes ou autres, mais non, j'en parle dans le livre. Est-ce qu'il ne reste pas que l'égalité sur les trois aujourd'hui, justement, il y a les trois. qui est en train de tuer les deux autres? Les trois existent. Ouais. Bien, ouais. Très brièvement quand même, parce qu'on se rapproche de la fin de l'émission, mais allez-y tous les deux. Les trois existent. Pour moi, je vais être très très bref pour laisser, parce que Stéphane est beaucoup plus expert là-dessus et il saura mieux répondre que moi, mais la liberté, moi, c'est quelque chose dans mon éducation qui part d'un principe. Ma liberté s'arrête à la limite des droits des autres. Donc, j'empiète pas sur ton droit. Okay. Donc, c'est-à-dire que lorsque je vais faire quelque chose, je vais la faire parce que je suis libre de faire ce que je veux. Ok. Mais si ce que je vais faire, l'action que je vais mener, elle va faire mal à quelqu'un, ou elle va blesser quelqu'un, ou elle va sentir quelqu'un pas bien, c'est-à-dire que je fais du mal. Et à partir de là, c'est juste de la logique. Je ne fais pas des choses qui risquent de blesser ou de faire mal aux autres. Et ça, c'est juste du bon sens. Ça, c'est la partie liberté. L'égalité, si, je me sens égale. Il n'y a pas de... La seule chose, c'est qu'il y a un vrai problème. Mais ça, j'en parle dans le livre. Notre France est malade aujourd'hui. Et on le sait, ça fait un certain nombre d'années. C'est pas la MIA qui le dit, c'est les sociologues, c'est les économistes. D'ailleurs, sur le plan économique, on a un vrai problème de relance. Les entreprises n'ont pas d'audace d'aller au-delà de ce qu'elles aimeraient, de ce qu'elles pourraient faire. Parce qu'il y a une question aussi économique vraiment profonde à traiter. Et ça, cette maladie-là, c'est tout le pays qui doit se relever pour réfléchir dessus. Et il y a des politiques qui sont élus pour faire ce travail. C'est pas mon travail, c'est pas votre travail. Je pense qu'il y a des gens pour qui on a voté qui sont censés faire ce travail-là. Vous parlez de politique, peut-être on va faire la transition avec Stéphane qui va peut-être dire deux mots là-dessus, puisqu'il fait partie d'un parti politique, il nous l'a dit, il l'a pas caché. Il fait partie d'un parti politique. Donc, Non, mais moi je me reconnais beaucoup dans ce que disait l'ami Amou sur l'arrivée en France. Moi aussi, je suis arrivé après avoir été à l'école française au Cameroun, à Yaoundé. Je suis arrivé en 2005 où j'ai été étudiant à la Sorbonne, et c'est vrai que j'ai tout de suite senti l'amour de ce pays-là. Moi, j'aime profondément la France, je vous l'ai dit. Et d'ailleurs, je me permets de dire que, allez, un peu d'optimisme quand même. On a de la chance d'être dans un pays merveilleux, dans lequel il y a quand même beaucoup d'opportunités, dans lequel il y a quand même beaucoup de liberté. La liberté de pouvoir s'habiller comme on veut, la liberté de pouvoir faire ce que l'on veut, la liberté de pouvoir manifester quand on veut, puisque c'est un droit constitutionnel. Dans certains pays, on a moins le droit de pouvoir manifester. On a même souvent des dérives. Ici, on a vu des manifestations où les gens se battent avec la police. Dans d'autres pays, on sait qu'on n'a pas le droit de faire ce genre de choses. Donc on a la chance dans un pays magnifique, dans lequel il y a des liberté. Et vous savez, même aujourd'hui, je trouve que alors je vais taquer un peu, on assiste même aujourd'hui à du racisme banalisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, les gens peuvent se permettre de dire telle ou telle chose en fonction de la couleur de peau de telle ou telle. C'est-à-dire que même la liberté de pouvoir... Voilà, aujourd'hui, il y a même des gens qui sont racistes et qui disent qu'ils sont racistes. Avant, ils ne le disaient pas. C'est-à-dire que même dans cette liberté de ton, les gens ont cette liberté de pouvoir dire les choses et on peut débattre avec eux sur telle ou telle chose. Moi, je crois beaucoup en l'égalité, mais plutôt l'égalité des chances. Et c'est ça qu'on nous donne ici, c'est l'école de la République qui permet de dire que n'importe qui, peu importe de la famille dans laquelle il peut issu, peut y arriver. On a mis en place notamment les internats d'excellence, les bourses au mérite. Voilà, cette école qui est vecteur d'ascenseur social, moi c'est cette école à laquelle je crois. Et sur la fraternité, oui, il y a des choses à faire, bien sûr. La France est malade aujourd'hui, il faut le dire, parce qu'on est un pays dans lequel on a quand même beaucoup d'attentats, il y a des meurtres, on a des prêtres qui sont égorgés, il y a beaucoup de sujets. Mais moi, justement, je vais me démarquer un peu. Moi aujourd'hui, je ne crois plus au vivre ensemble. Parce que je considère que vivre ensemble, ça veut dire qu'on fait vivre quelqu'un à côté de quelqu'un d'autre. Et ça ne marche plus aujourd'hui. C'est pour ça que la société ne marche plus aujourd'hui. C'est d'ailleurs parce qu'on dit toujours, pardon et je termine, je ne vais pas être très long, mais on dit toujours qu'aujourd'hui les réseaux sociaux ont fait que les gens communiquent beaucoup. Et moi je trouve que c'est l'inverse. Les gens communiquent beaucoup moins. Parce qu'ils sont beaucoup plus connectés et moins connectés les uns avec les autres. Et ben nous, on s'est dit quelque chose. Et si au lieu de faire se vivre ensemble, et c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié Lamia quand j'ai rencontré, et je me suis dit, ben voilà, partons d'un vivre ensemble qui ne marche plus aujourd'hui.
Mais si on décidait de faire quelque chose ensemble, pardon de le dire Jean-David, faire ensemble, c'est-à-dire que chacun investit quelque chose pour faire avec quelqu'un en apprenant sa culture, ses idées, ses valeurs et en partageant quelque chose en commun. Et moi je pense que si on arrive aujourd'hui à non plus dire chacun vit de son côté, mais on fait quelque chose ensemble, en faisant un bout de chemin ensemble, et ben on pourra recréer cet esprit de fraternité. Et je terminerai en disant que moi j'aime beaucoup le sport, je suis passionné par le football particulièrement, et je pense que le sport a ses valeurs d'ailleurs d'égalité des chances et de méritocratie, et je suis aussi pas mal de conseils sur le foot féminin. On a des joueuses comme Ketia Soudiani, une fille issue des quartiers qui est devenue aujourd'hui la meilleure joueuse du Paris Saint-Germain. C'est ça la méritocratie républicaine. Et je voulais juste te dire que vous voyez là en ce moment on vit un championnat d'Europe, on a vécu il y a 2 ans la Coupe du Monde. Peut-être que quand on porte hier le maillot bleu, on a tous soutenu Hugo Lloris, on a soutenu Paul Pogba, on a soutenu N'Golo Kanté, on a soutenu Olivier Giroud, on a soutenu Karim Benzema. C'est ça la France qu'on aime, c'est-à-dire qu'on est tous unis derrière le même maillot, et c'est ça la fraternité, derrière les valeurs liberté, égalité, fraternité. Merci de ce témoignage. Rouge. Merci de ce témoignage qui illustre, qui clôture ce discours par rapport au livre de Lamia. Livre de Lamia qui est préfacé par Jean-Claude Giraud. Donc Jean-Claude Giraud que voici. Donc, qui est président de la FGNV, qui a été commissaire général du Mondial de l'automobile et qui est chevalier de la Légion d'honneur, qui n'a pas pu être sur ce plateau aujourd'hui, mais qui a préfacé le livre de Lamia, Immigration mon amour. Alors pour terminer, le mot de la fin, donc écoutez, déjà de vifs remerciements à tous les deux d'être venus sur ce plateau pour cette émission très intéressante. Et puisque nous terminons donc sur l'instant littéraire, nous sommes dans la rubrique l'instant littéraire, nous avons parlé du livre de Lamia Amou, je voudrais conclure en disant que JDH Édition vient de publier ce mois-ci 1984 de George Orwell avec notre propre traduction française, puisque George Orwell est rentré dans le domaine public cette année, mais la traduction française qu'il y avait n'est pas publique, elle est propriété de l'éditeur qui l'a édité. Donc nous avons traduit ce monument que j'ai moi-même préfacé. J'en parle ici parce que dans 1984, qui a été écrit en 1948 par George Orwell, c'est un monde où c'est pas possible d'immigrer finalement, où il y a 3 parties, Eurasia, Estasia, Oceania, où on ne peut pas aller de l'une à l'autre, 3 parties qui se font la guerre, 3 parties du monde qui se font la guerre, où on ne peut pas aller de l'une à l'autre, il n'y a pas d'immigration possible. Le langage a été réinventé et on voit la catastrophe qui est celle d'un monde en définitive sans immigration. Donc 1984 de George Orwell, version JDH édition, qui est en vente partout, sur toutes les librairies et bien sûr sur la boutique JDH Édition. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission et chers téléspectateurs, donc je vous retrouverai désormais à la rentrée au mois de septembre donc pour une nouvelle émission Les Pros de l'écho. Je vous souhaite de très bonnes vacances.